Il existe une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. Vous avez peut-être passé toute votre vie à essayer d'être différent de vos parents, en vous promettant de ne jamais répéter les mêmes erreurs. Mais lorsque vous regardez vos enfants, vous reconnaissez en eux les mêmes schémas que vous aviez juré de briser, la même insécurité que vous avez portée en silence, la même peur que vous n'avez jamais nommée, la même colère que vous avez ravalée pendant des années, comme si tout ce que vous aviez enfermé en vous avait trouvé un moyen de s'échapper, de se manifester précisément chez ceux que vous vouliez le plus protéger. Freud a consacré sa vie à déchiffrer ce mystère troublant. Pourquoi répétons-nous ce qui nous a le plus fait souffrir? Et plus important encore, pourquoi nos enfants finissent-ils par vivre exactement ce que nous essayons de leur cacher? La réponse ne se trouve pas dans ce que vous avez dit ou fait consciemment. Elle réside dans ce que vous avez nié, refoulé, prétendu inexistant, car l'inconscient ne disparaît pas lorsque nous l'ignorons. Il trouve simplement d'autres chemins, d'autres bouches pour s'exprimer, d'autres corps à habiter. Et les corps les plus proches, les plus vulnérables, sont toujours ceux de nos enfants. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines de leurs réactions semblent venir de nulle part? Comment se comportent-ils d'une manière que vous ne leur avez jamais enseignée, mais que d'une manière étrange, vous reconnaissez? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas purement génétique, c'est une transmission psychique, c'est l'héritage invisible qui se transmet de génération en génération, non pas par des mots ou des leçons, mais par ce qui n'a pas été dit, ce qui a été étouffé, ce qui a été balayé sous le tapis de la conscience. Et le plus troublant est peut-être de réaliser que vous avez transmis précisément ce que vous avez le plus essayé de protéger, cette insécurité que vous avez masquée par la rigidité, cette peur que vous avez dissimulée par le contrôle, ce manque que vous avez caché par la distance. Tout cela est là, vivant, palpitant dans la vie de vos enfants, comme si c'était le leur. Et le plus douloureux, vous ne vous en rendez compte que lorsqu'il est trop tard, lorsque le schéma s'est déjà installé, lorsque votre enfant porte déjà le poids qui aurait dû être le vôtre. Mais voici quelque chose que Freud nous a également enseigné. Reconnaître cette vérité n'est pas la fin. C'est le début de la seule véritable forme de libération. Car tant que vous ne voyez pas ce que vous avez transmis, le cycle continue. Mais dès que vous avez le courage de regarder les choses en face et de dire « cela vient de moi », quelque chose commence à se briser. La prise de conscience vous frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Vous êtes là, observant votre fils ou votre fille à un moment donné, peut-être lors d'une discussion, d'une décision qu'ils ont prise, de la façon dont ils réagissent à la peur ou au rejet, et soudain, vous voyez, ce n'est pas seulement une ressemblance. C'est identique. C'est vous à 20 ans. C'est vous au même carrefour émotionnel commettant la même erreur, répétant le même schéma destructeur que vous avez passé des décennies à essayer de surmonter. Et à ce moment-là, une question dévastatrice vous traverse l'esprit. Comment est-ce possible si je n'en ai jamais parlé, si je l'ai si bien caché, si j'ai tout fait pour qu'ils ne vivent pas ce que j'ai vécu? La première réaction est toujours le déni. Ça ne peut pas venir de moi. Ça doit être l'influence d'autres personnes. Ça doit être leur personnalité, quelque chose qu'ils ont appris à l'école, avec leurs amis, ailleurs. Parce que accepter que vous qui avez tant essayé d'être différent, soyez la source de ce schéma, ça fait trop mal. C'est comme découvrir que vous n'avez pas été le bouclier protecteur que vous pensiez être, mais plutôt le vecteur de transmission de la même blessure que vous avez essayé de guérir. Et il y a quelque chose d'encore plus troublant dans cette découverte. Vous ne voyez pas seulement le schéma se répéter, vous en voyez les conséquences. Vous voyez votre enfant prendre des décisions qui, vous le savez, vont lui faire du mal. Vous voyez votre fille saboter son propre bonheur de la même manière que vous avez saboté le vôtre. Et vous avez envie de crier, de l'avertir, de lui dire « Ne fais pas ça, j'ai déjà vécu cette histoire et je sais comment elle se termine. » Mais comment le faire? Comment expliquer que vous reconnaissez ce comportement parce qu'il est le vôtre, parce qu'il vient de vous, parce que vous avez semé cette graine sans même vous en rendre compte? Freud a appelé cela la compulsion de répétition. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons par choix conscient. C'est un mécanisme inconscient, automatique, presque comme si le psychisme avait sa propre mémoire et insistait pour revivre des expériences non résolues. Mais voici le point le plus cruel. Lorsque vous ne résolvez pas quelque chose en vous-même, l'inconscient trouve d'autres moyens de l'exprimer. Et les enfants, parce qu'ils sont si proches, parce qu'ils partagent non seulement des gènes, mais tout un environnement émotionnel, deviennent les récepteurs naturels de ces transmissions invisibles. Nous ne parlons pas de quelque chose de vague ou d'abstrait. C'est concret, c'est viscéral. Pensez à ce père qui a vécu toute sa vie dans la crainte de ne pas être à la hauteur,
mais qui ne l'a jamais admis à personne, pas même à lui-même. Il s'est construit une façade de contrôle, de rigidité, d'exigence. Il n'a jamais pleuré devant ses enfants. Il n'a jamais montré sa fragilité. Il pensait ainsi les protéger, leur apprendre à être forts. Mais le fils grandit et devient un adulte paralysé par la peur de l'échec, incapable de prendre des risques, ayant toujours le sentiment que rien de ce qu'il fait n'est suffisant. Il n'a pas hérité de la force de son père. Il a hérité de la peur que son père cachait derrière sa force, ou cette mère qui a passé son enfance à se sentir invisible, mal aimée, mais qui n'a jamais surmonté cette douleur. Elle est devenue, en apparence, une femme indépendante qui n'a besoin de personne. Elle a élevé ses enfants avec une certaine distance émotionnelle, croyant que cela leur apprendrait à se débrouiller seuls. Et la fille grandit en répétant le même schéma, relations superficielles, incapacité à créer des liens profonds, sentiment constant de vide dont elle ne connaît pas l'origine. Elle vit le manque que sa mère a nié. Elle ressent l'abandon que sa mère n'a jamais admis avoir ressenti. Ce qui est le plus effrayant dans cette découverte, c'est de réaliser que vous avez transmis précisément ce que vous vous êtes battu pour cacher. Ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez tu. Ce n'est pas ce que vous avez montré, c'est ce que vous avez réprimé. Parce que l'inconscient n'a pas de voix propre, il emprunte la voix, le corps, la vie de ceux qui sont les plus proches. Vos enfants ne répètent pas ce qu'ils ont vu, ils vivent ce que vous avez ressenti et que vous n'avez jamais pu nommer. Et il y a un détail qui rend tout cela encore plus douloureux. Souvent, vous ne pouvez le voir que lorsqu'ils sont déjà adultes. Quand vous regardez en arrière et que vous réalisez que tous ces signes étaient là. Cette anxiété disproportionnée dès l'enfance, cette peur exagérée, cette réaction intense à des situations qui devraient être simples. Vous l'avez vu, mais vous n'avez pas fait le lien. Vous n'avez pas réalisé que c'était des reflets de ce qui habitait en vous. Et maintenant, en voyant le tableau complet, la culpabilité vous envahit de plein fouet. Comment ai-je pu faire cela? Comment n'ai-je pas remarqué cela avant? Comment ai-je pu les laisser porter ce qui m'appartenait? Mais la culpabilité, aussi douloureuse soit-elle, est aussi le premier signe que quelque chose est en train de changer. Car seul celui qui en a conscience peut ressentir de la culpabilité. Seul celui qui reconnaît peut commencer à réparer. Et c'est exactement là que l'histoire peut prendre une autre tournure. Mais pour cela, vous devez comprendre comment cette transmission se produit. Vous devez voir les mécanismes invisibles qui opèrent quand rien n'est dit, mais que tout est ressenti. La grande illusion est de croire que ce dont nous ne parlons pas cesse simplement d'exister, que si nous parvenons à enfouir suffisamment profondément une douleur, un traumatisme, une peur, ils resteront là, tranquilles, sans déranger personne. Mais Freud a passé toute sa vie à démontrer le contraire. L'inconscient n'oublie jamais. Il n'efface rien, il archive simplement. Et tout ce qui y est archivé finit tôt ou tard par remonter à la surface. Ce que vous refoulez ne disparaît pas. Il cesse simplement d'être accessible à votre conscience. C'est comme fermer à clé une pièce de la maison et jeter la clé, en pensant que ce qui s'y trouve ne fait plus partie de votre vie. Mais la porte continue d'exister. La pièce est toujours là, et de temps en temps quelque chose s'échappe sous la porte. Une odeur étrange, un bruit étouffé, une sensation désagréable que quelque chose ne va pas, même si vous ne savez pas exactement quoi. Et c'est là que réside le danger de cette transmission silencieuse. Vous n'avez pas besoin de parler d'un traumatisme pour le transmettre. En fait, c'est précisément le silence qui intensifie la transmission. Car lorsque quelque chose ne peut être nommé, lorsqu'il n'y a pas de mots pour le décrire, cela se manifeste sous d'autres formes, dans le ton de la voix, dans la tension du corps, dans le regard qui se détourne, dans la rigidité d'une règle qui semble exagérée, dans la surprotection qui étouffe, dans la distance émotionnelle qui glace. Freud nous a montré que l'inconscient a son propre langage. Ce n'est pas le langage des mots, mais celui des symboles, des sensations, des symptômes. Et ce langage ne respecte pas les barrières que la conscience tente d'ériger. Il fuit, il déborde, il communique même lorsque vous jurez que vous gardez tout secret. Vos enfants n'ont pas besoin de savoir ce qui vous est arrivé pour en subir les conséquences. Ils absorbent l'atmosphère émotionnelle de la maison comme s'il s'agissait de l'air qu'ils respirent. Qu'un enfant est extrêmement sensible à cette atmosphère. Il perçoit lorsqu'il y a de la peur dans l'air, même si personne n'en parle. Il ressent la colère refoulée, même si tout le monde sourit poliment. Il capte la tristesse non exprimée, l'anxiété dissimulée, le ressentiment caché. Et comme il ne peut pas nommer ou comprendre ses sensations,
il les intègre comme si elles étaient les siennes. Comme si cette peur, cette colère, cette tristesse faisaient naturellement partie de lui. Imaginez un homme qui a grandi dans une extrême pauvreté. Il a souffert de la faim. Il a vu ses parents souffrir par manque d'argent. Mais à l'âge adulte, il a atteint la stabilité financière. Il n'a plus jamais connu le besoin. Il n'a jamais raconté à ses enfants ce qu'il avait vécu, pensant ainsi les protéger de ce souvenir douloureux. Mais quelque chose en lui ne s'est jamais détendu. Il garde chaque centime avec anxiété. Il s'énerve quand quelqu'un gaspille de la nourriture. Il a peur de dépenser pour des superfluités. Et ses enfants, qui ont toujours eu suffisamment, grandissent avec une anxiété inexplicable vis-à-vis de l'argent. Ils se sentent coupables lorsqu'ils s'achètent quelque chose. Ils vivent dans la peur du manque, même lorsqu'il y a de l'abondance. Ils ne savent pas pourquoi, mais leur père le sait, ou du moins, ils devraient le savoir. Cela s'explique par le fait que l'inconscient ne fait pas la distinction entre le passé et le présent. Pour lui, la menace de la famine est toujours présente, même si, rationnellement, l'homme sait qu'il est en sécurité, et cette menace fantôme contamine l'environnement. Les enfants ne comprennent pas pourquoi ils ressentent cette tension, mais elle est là, imprégnée dans chaque geste du père, dans chaque réaction disproportionnée, dans chaque moment d'angoisse déguisé en prudence. Freud nous a montré qu'il existe une logique dans l'inconscient, mais c'est une logique différente de la raison. C'est une logique de symboles, de sensations, d'associations. Et ce qui n'a pas été traité dans la vie des parents devient une matière première que l'inconscient des enfants doit traiter. C'est comme s'ils recevaient un puzzle démonté, sans savoir quelle image ils forment, et passer leur vie à essayer d'assembler les pièces d'une histoire qui n'est pas la leur, mais qui façonne complètement qui ils sont. Et le plus cruel de tout, c'est que ce que vous essayez le plus de cacher devient ce qu'ils absorbent le plus. Parce que la répression crée une charge émotionnelle intense. Plus vous refoulez quelque chose, plus vous dépensez d'énergie psychique pour le maintenir à l'écart de votre conscience. Et toute cette énergie ne reste pas contenue, elle s'échappe, elle se répand, elle contamine l'environnement émotionnel qui l'entoure. Vos enfants ressentent le poids de cette répression, même s'ils ne comprennent pas ce que c'est. Et ils finissent par porter non seulement le contenu original, mais aussi toute l'angoisse que vous avez ressentie en essayant de le cacher. C'est pourquoi tant d'enfants portent des peurs qui n'ont pas de sens, des angoisses disproportionnées, des réactions émotionnelles qui semblent venir de nulle part, parce qu'ils ressentent les échos d'expériences qu'ils n'ont jamais vécues, mais qui sont inscrites dans l'inconscient familial. Ils vivent la version non résolue des traumatismes d'autrui comme s'ils étaient les leurs. Et tant que vous continuerez à croire que le silence est une protection, ce cycle se perpétuera, car ce ne sont pas seulement les traumatismes évidents qui se transmettent, ce sont aussi les terreurs quotidiennes que nous n'osons jamais nommer. Il existe une forme de communication qui précède les mots, plus profonde que n'importe quel discours. C'est le langage du corps. La tension dans les épaules lorsqu'un certain sujet est abordé, la mâchoire qui se crispe dans certaines situations, la respiration qui s'accélère sans raison apparente, le regard qui se détourne lorsque quelqu'un s'approche émotionnellement. Votre corps garde tout ce que votre bouche refuse de dire, et vos enfants apprennent à lire ce corps comme on déchiffre un code ancien, absorbant chaque geste, chaque micro-expression, chaque silence lourd de sens. Un enfant n'a pas besoin de comprendre cognitivement ce qui se passe pour sentir que quelque chose ne va pas. Il est un pur capteur émotionnel. Lorsque la mère dit « tout va bien », mais que tout son corps crie le désespoir, l'enfant croit le corps, pas les mots. Quand le père sourit mais que ses poings sont serrés, l'enfant enregistre la contradiction et apprend qu'il existe des émotions trop dangereuses pour être exprimées, qu'il existe des sentiments qui doivent être cachés, même lorsqu'ils explosent à l'intérieur. Freud a découvert quelque chose de fondamental. Le corps ne ment pas. Il peut somatiser, il peut tomber malade, il peut créer des symptômes inexplicables, mais il dit toujours la vérité que la conscience tente de nier. Et dans une famille, ce corps qui ne ment pas émet constamment des signaux. L'enfant les capte tous. Il ne sait peut-être pas nommer ce qu'il ressent, mais son système nerveux enregistre chaque décharge d'adrénaline de son père, chaque soupir étouffé de sa mère, chaque moment de tension qui plane dans l'air comme une fumée invisible. Pensez à une femme qui porte en elle une tristesse ancienne, peut-être une dépression jamais traitée, jamais admise. Elle fonctionne, elle travaille, s'occupe de la maison, des enfants, mais il y a une lenteur dans ses mouvements, une absence dans son regard, une fatigue qui n'est pas seulement physique. Elle n'en parle jamais. Elle pense protéger ses enfants,
en conservant une apparence de normalité. Mais son fils grandit en ressentant ce poids. Il ne sait pas le nommer, mais il reconnaît cette sensation. C'est comme si la tristesse de sa mère s'était installée en lui aussi, comme un invité permanent. Il devient un adulte qui vit avec une mélancolie de fond, sans pouvoir expliquer d'où elle vient. Ou cet homme qui a vécu dans un état d'alerte constant parce qu'il a grandi dans un environnement violent. Même des années plus tard, en sécurité, son corps ne se détend pas. Il sursaute au moindre bruit soudain. Il vérifie les portes 3 fois avant de se coucher. Il s'assoit toujours dos au mur. Et ces enfants, qui n'ont jamais connu la violence, développent le même état d'hypervigilance. Ils dorment mal. Ils se sentent en insécurité sans raison apparente. Ils sont en permanence sur leur garde contre des menaces qui n'existent pas, mais que le corps de leur père insiste à signaler. Freud nous a enseigné la conversion hystérique, lorsque les conflits psychiques se transforment en symptômes physiques. Mais il se passe quelque chose d'encore plus subtil dans les familles, une sorte de contagion corporelle. Les enfants ne se contentent pas d'observer, ils intègrent littéralement les schémas de tension de leurs parents. Ils apprennent à contracter les mêmes muscles, à respirer avec la même restriction, à porter leur corps avec la même rigidité. C'est une transmission musculaire, nerveuse, viscérale. Et puis, il y a les silences. Ces moments où quelque chose devrait être dit, mais ne l'est pas. Quand quelqu'un meurt et que personne ne pleure devant les enfants. Quand il y a un conflit, mais que tout le monde fait comme si tout était normal. Quand il y a des secrets de famille que tout le monde connaît, mais que personne ne mentionne. Ces silences ne sont pas vides, ils sont denses, ils sont chargés de tout ce qui ne peut être dit. Et les enfants ressentent ce poids. Ils perçoivent qu'il y a quelque chose d'important qui est caché, et cela génère chez eux une anxiété diffuse, un sentiment qu'il y a un danger dans certains territoires émotionnels. Le silence enseigne que certaines choses sont interdites, que certains sentiments ne doivent pas exister, que certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées. Et l'enfant apprend aussi à se taire, elle apprend à réprimer ce qu'elle ressent. Elle apprend qu'exprimer ses émotions, c'est prendre un risque, même si elle ne sait pas exactement lequel. Et ainsi, le schéma se perpétue, une nouvelle génération qui garde pour elle, qui cache, qui se tait, qui somatise. Vous n'avez peut-être jamais dit à vos enfants que la tristesse est inacceptable, mais si chaque fois que vous vous sentiez triste, vous vous enfermiez dans votre chambre, vous vous forciez à sourire, vous vous occupiez de manière obsessionnelle pour ne pas ressentir, vous leur avez appris. Vous n'avez peut-être jamais dit que la colère était dangereuse, mais si chaque fois que vous ressentiez de la colère, vous la ravaliez, serriez les dents, quittiez la pièce sans rien dire, vous avez transmis le message. Le corps parle, le silence crie, et vos enfants entendent tout ce que vous pensez cacher. C'est pourquoi tant d'adultes présentent des symptômes qu'ils ne peuvent expliquer, des douleurs chroniques, sans cause physique. Une oppression thoracique dans des situations qui devraient être tranquilles. Une boule dans la gorge lorsqu'ils doivent parler de leurs sentiments. Ces symptômes racontent une histoire qui n'a jamais été verbalisée. Ils sont l'expression corporelle d'émotions qui n'ont jamais eu le droit d'exister. Et souvent cette histoire a commencé bien avant eux, dans les corps silencieux de leurs parents. Les peurs sont peut-être l'héritage le plus courant et le plus dévastateur. Car la peur a une qualité viscérale, primitive. Elle n'a pas besoin d'explications rationnelles pour s'installer. Il suffit de ressentir la peur de l'autre pour qu'elle devienne aussi la vôtre. Et lorsque cette peur vient des parents, des personnes qui devraient représenter la sécurité, elle s'enracine encore plus profondément. Freud a observé que de nombreuses phobies ne trouvaient pas leur origine dans des traumatismes directs de la personne, mais dans des expériences qu'elle n'avait jamais vécues consciemment. Il a commencé à se rendre compte qu'il y avait une transmission, une sorte de mémoire émotionnelle qui se transmettait de génération en génération. Les peurs des parents devenaient les peurs des enfants, même lorsqu'il n'y avait aucune raison logique à cela. Il existe une peur spécifique qui emprisonne des milliers de personnes, la peur de l'abandon, et elle trouve presque toujours son origine dans quelque chose que les parents ont vécu. Peut-être que la mère a été abandonnée dans son enfance par un père qui est parti. Elle a grandi avec cette blessure ouverte, ce sentiment de ne pas être assez bien pour être aimée. Mais elle n'a jamais digéré cela. Elle n'en a jamais parlé. Elle est devenue adulte, a eu des enfants, et a inconsciemment commencé à transmettre cette terreur. Elle colle à ses enfants. Elle les appelle 10 fois par jour. Elle panique lorsqu'ils veulent faire quelque chose seuls. Ce n'est pas qu'elle soit contrôlante par méchanceté. C'est que la peur de perdre, la peur d'être abandonnée, est si grande qu'elle contamine tout.
Et l'enfant grandit en ressentant cette peur comme si c'était la sienne. Il développe une anxiété de séparation. Il a du mal à créer des liens sains parce qu'il s'attend toujours à être abandonné. Il sabote ses relations dès qu'elles commencent à devenir intimes, car il vaut mieux partir avant d'être quitté. Il vit l'abandon que sa mère a vécu, même s'il ne l'a jamais vécu directement. Une autre peur qui se transmet avec une force effrayante est la peur de la pénurie. Elle vient de ces familles qui ont connu la faim, qui ont vécu des privations extrêmes. Les grands-parents ont tout perdu dans une guerre, une crise, une tragédie. Les parents ont grandi en entendant des histoires de manque, de perte, d'insécurité. Et même lorsque la situation change, même lorsqu'il y a l'abondance, cette peur demeure. Elle se manifeste par l'incapacité de profiter de ce que l'on a, par une anxiété constante face à l'avenir, par la culpabilité pour tout plaisir ou toute dépense. Les enfants héritent de cette relation torturée avec l'abondance. Ils peuvent tout avoir, mais ils vivent avec un sentiment de manque. Ils travaillent de manière compulsive parce qu'ils croient que tout peut s'effondrer à tout moment. Ils accumulent, gardent, ne parviennent pas à se détendre. Ils sont prisonniers d'une peur qui appartient à une époque qu'ils n'ont jamais connue, luttant contre une menace qui n'existe plus, mais qui reste réelle en eux. Et puis il y a la peur de l'intimité, peut-être l'une des plus silencieuses et des plus destructrices. Elle vient de ces parents qui ont été trahis, blessés, exposés dans leur vulnérabilité. Ils ont appris qu'ouvrir son cœur est dangereux, que faire confiance, c'est risquer d'être détruit. Ils ont donc construit des murs. Ils sont devenus des personnes qui ne s'abandonnent pas, qui gardent leur distance même dans les relations les plus proches. Et leurs enfants grandissent dans cet environnement émotionnellement aride, où l'affection est rare, où la proximité est menaçante. Ils deviennent des adultes qui ne savent pas créer de liens, qui fuient quand quelqu'un s'approche trop près, qui détruisent les relations par peur d'être détruits les premiers. Ils vivent seuls non par choix, mais parce que la peur héritée est plus forte que le désir de connexion. Et souvent, ils ne savent même pas que cette peur ne leur est pas propre. C'est un fantôme qui hante la famille depuis des générations. Ce qui rend ces peurs encore plus oppressantes, c'est qu'elles se déguisent en attention, en protection, en amour. Le père qui interdit à son fils de prendre des risques ne se considère pas comme un contrôleur, mais comme un protecteur. La mère qui étouffe son enfant avec ses inquiétudes ne se rend pas compte qu'elle lui transmet sa propre terreur. Elle pense simplement prendre soin de lui. Et les enfants, parce qu'ils aiment leurs parents, absorbent ces peurs comme s'il s'agissait de cadeaux précieux, comme si porter ce poids était une façon d'honorer ceux qui les ont élevés. Si vous reconnaissez certains de ces schémas, si vous voyez vos propres peurs se refléter dans la vie de vos enfants, c'est peut-être le moment de vous arrêter et de réfléchir à une chose. Vous avez le pouvoir d'y mettre fin. Et si ces réflexions vous touchent profondément, si vous sentez que vous avez besoin de mieux comprendre ces mécanismes pour enfin vous libérer et libérer ceux que vous aimez, il est peut-être temps d'approfondir la question. Sur la chaîne, vous trouverez d'autres réflexions qui peuvent vous aider à comprendre ces différentes couches. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait être la clé de cette transformation. Car reconnaître la peur est la première étape. Mais comprendre d'où elle vient et comment la briser, cela change tout. La peur ne doit pas être une condamnation éternelle. Elle peut être reconnue, nommée, rendue à ceux à qui elle appartient. Vos enfants n'ont pas à porter des terreurs qui ne sont pas les leurs, mais cela exige que vous regardiez vos propres fantômes et que vous disiez « ça s'arrête ici, avec moi ». Lorsque vous réalisez enfin ce que vous avez transmis, lorsque vous reconnaissez vos propres schémas destructeurs reflétés dans la vie de vos enfants, la culpabilité vous envahit avec une force dévastatrice. C'est une culpabilité particulière, différente de toute autre, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose que vous avez fait intentionnellement. Il s'agit de quelque chose qui s'est échappé de vous sans que vous puissiez le contrôler, quelque chose que vous avez transmis précisément alors que vous essayiez de protéger. Et une voix intérieure cruelle commence à vous dire « Vous avez ruiné vos enfants, vous leur avez transmis exactement ce que vous aviez juré de ne jamais leur transmettre. Vous avez échoué dans la seule chose qui comptait vraiment. » Cette voix peut être paralysante. Elle peut vous faire abandonner, vous faire croire que le mal est irréversible, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais Freud nous a enseigné quelque chose de fondamental sur la culpabilité. Elle a deux facettes. Il y a la culpabilité névrotique, celle qui emprisonne, qui punit éternellement, qui ne sert à rien d'autre qu'à torturer. Et il y a la culpabilité qui signale la responsabilité, celle qui fait mal parce qu'elle montre que vous avez conscience, que vous vous souciez,
que quelque chose en vous veut réparer. La culpabilité que vous ressentez actuellement, aussi douloureuse soit-elle, est en réalité un signe de santé psychique, car cela signifie que vous êtes sorti du déni. Cela signifie que vous avez cessé de projeter la culpabilité sur les autres, de vous justifier, de minimiser. Vous avez regardé en vous-même et vous avez reconnu « cela vient de moi ». Et cette reconnaissance, même si elle fait mal, est ce qui ouvre la voie à la transformation. Car la vérité est la suivante, vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Tant que vous étiez dans le déni, tant que vous croyiez que les problèmes de vos enfants n'avaient rien à voir avec vous, le schéma continuait à se répéter. Mais maintenant que vous voyez, maintenant que vous savez, vous avez le choix. Et c'est là que la culpabilité peut se transformer en quelque chose de productif, en responsabilité. La responsabilité n'est pas la même chose que la culpabilité paralysante. La responsabilité, c'est dire « je t'ai transmis cela inconsciemment, mais maintenant que je le sais, je peux faire autrement. Je peux commencer à réparer. » Et réparer ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie offrir quelque chose de nouveau dans le présent. Cela signifie donner à vos enfants ce dont ils ont besoin maintenant, la vérité. La vérité peut être simple, mais elle est profondément libératrice. C'est vous qui allez voir votre enfant, même s'il est déjà adulte, et qui lui dites « j'ai réalisé que je t'ai transmis mes propres peurs ». Cette anxiété que tu ressens à propos de l'argent, cette difficulté à faire confiance aux gens, ce sentiment de ne jamais être à la hauteur, tout cela vient en grande partie de moi. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je n'ai moi-même jamais résolu ces problèmes, et j'en suis désolé. Cette conversation ne résout pas tout comme par magie, mais elle fait quelque chose de crucial. Elle sépare ce qui est à lui de ce qui est à vous. Elle redonne à votre enfant le droit de regarder sa propre vie et de dire « ce n'est pas entièrement à moi, cela m'a été transmis ». Et cette séparation est le début de la libération. Car tant que votre enfant pense que ses peurs, ses insécurités font naturellement partie de qui il est prisonnier. Mais lorsqu'il comprend qu'elles ont été héritées, qu'elles viennent de l'extérieur, il a la possibilité de les remettre en question, de les affronter, de choisir de ne plus les porter. Freud a montré qu'une grande partie du travail thérapeutique consiste précisément en cela. Reconnaître ce qui appartient à qui, rendre aux parents ce qui leur appartient, séparer sa propre histoire de l'histoire familiale. Et vous, en tant que père ou mère, vous pouvez faciliter ce processus. Vous pouvez être honnête au sujet de vos propres blessures. Vous pouvez admettre vos défauts. Vous pouvez montrer que vous êtes aussi humain, que vous portez aussi des douleurs non résolues. Et savez-vous ce que cela fait? En plus de libérer votre enfant, cela vous libère aussi. Car porter la culpabilité en silence, faire comme si rien ne s'était passé, ne fait que perpétuer le schéma de répression. Mais lorsque vous parlez, lorsque vous assumez, lorsque vous réparez dans la mesure du possible, vous faites quelque chose que vos propres parents n'ont peut-être jamais fait. Vous brisez le cycle. Il y a autre chose à dire à propos de cette culpabilité. Elle ne signifie pas que vous avez été un mauvais parent. Elle signifie que vous avez été humain, que vous avez porté des blessures, que vous avez eu des limites, que vous avez fait de votre mieux avec les ressources émotionnelles dont vous disposiez à l'époque. Et reconnaître cela ne diminue pas la douleur que vous avez causée, mais cela met tout dans une perspective plus réelle, plus humaine. La culpabilité alors n'a pas besoin d'être votre ennemi. Elle peut être la boussole qui vous montre le chemin. Elle fait mal parce que vous avez de l'amour. Elle dérange parce que vous voulez faire les choses différemment. Et cela en soi est déjà transformateur, parce que le pire n'est pas d'avoir transmis inconsciemment des schémas destructeurs. Le pire serait de s'en rendre compte et de ne rien faire. Ce serait continuer à nier, continuer à répéter, continuer à laisser le poids passer à la génération suivante. Vous avez la chance d'être différent, d'être celui qui a arrêté la chaîne, d'être celui qui a regardé à l'intérieur, qui a reconnu l'ombre, qui a pris ses responsabilités et qui a offert réparation. Pas la perfection, pas l'absence d'erreur, mais la présence, la vérité, le courage de dire « j'ai fait une erreur et maintenant je vais faire tout ce que je peux pour la réparer ». La question qui vous tourmente le plus lorsque vous voyez enfin ce que vous avez transmis est la suivante. Est-il encore temps? Mes enfants sont déjà adultes. Les schémas sont déjà installés. Le mal est déjà fait. Y a-t-il vraiment une possibilité de transformation ou cette prise de conscience est-elle arrivée trop tard, ne servant qu'à alourdir le poids de la culpabilité? Freud nous donne une réponse qui peut sembler dure à première vue, mais qui en réalité porte en elle un espoir. L'inconscient ne connaît pas le temps. Pour lui, le passé et le présent coexistent. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que peu importe le temps qui s'est écoulé, peu importe l'âge de vos enfants ou le vôtre,
La possibilité d'une redéfinition est toujours ouverte. Ce qui a été transmis peut être reconnu. Ce qui a été hérité peut être rendu. Le cycle peut être interrompu, mais cette libération exige quelque chose de très spécifique. La parole. Pas n'importe quelle parole. La vraie parole. Celle qui nomme ce qui a toujours été là, mais qui n'a jamais été dit. Celle qui brise le silence, qui soutenait la transmission. Car tant que tout reste dans le domaine du non-dit, le schéma continue de fonctionner librement. Mais lorsque vous parlez, lorsque vous mettez des mots sur ce qui était refoulé, quelque chose se déplace. Imaginez cette conversation. Vous vous asseyez avec votre enfant adulte et vous lui dites « J'ai réalisé quelque chose que je dois te dire ». Cette peur que tu as de ne pas être à la hauteur, cette anxiété qui te paralyse lorsque tu dois prendre des décisions importantes, je pense que cela vient de moi, parce que j'ai grandi en ressentant exactement cela. Mes parents m'ont fait sentir que je n'étais jamais assez bon, et même sans le vouloir, même en essayant de te protéger de cela, je te l'ai transmis. Dans la façon dont je réagissais à tes réussites, dans la façon dont j'exigeais la perfection, dans la peur que j'avais que tu échoues. Je suis désolé. Ce poids était le mien, pas le tien. Ce n'est pas une conversation facile. Elle expose la vulnérabilité. Elle admet l'échec. Elle reconnaît la douleur causée. Mais elle fait quelque chose d'essentiel. Elle sépare. Elle rend. Elle montre à son enfant que ce qu'il porte n'est pas entièrement le sien, qu'il y a une origine, qu'il y a une histoire antérieure. Et cette compréhension, en soi, est déjà libératrice. Car lorsque votre fils comprend que cette peur, cette insécurité, ce schéma destructeur lui ont été transmis, il prend une distance critique. Il peut regarder cela et dire « Ce n'est pas moi, cela m'a été imposé ». Et à partir de cette prise de conscience, il peut choisir. Il peut décider de ne plus porter ce fardeau. Il peut commencer à remettre en question des croyances qui lui semblaient si naturelles, si intégrées à sa personnalité. Freud a toujours insisté sur le fait que la guérison passe par la parole. Ce qui ne peut être dit continue d'agir dans l'ombre. Ce qui est nommé peut être confronté. Et cette nomination ne doit pas nécessairement venir du thérapeute. Elle peut venir de vous. Vous qui avez transmis inconsciemment pouvez maintenant, consciemment, offrir la clé de la libération. Et cette conversation a un autre effet. Elle vous humanise aux yeux de vos enfants. Car jusqu'à présent, ils vous voyaient peut-être de manière idéalisée ou à l'autre extrême diabolisée. Mais lorsque vous admettez vos propres blessures, lorsque vous montrez que vous aussi avez été l'enfant de quelqu'un, que vous aussi avez hérité de souffrances, que vous aussi êtes prisonnier de schémas que vous n'avez pas choisis, vous devenez humain. Et cela change tout. Vos enfants peuvent enfin vous voir comme quelqu'un qui a également souffert. Quelqu'un qui a aussi essayé. Quelqu'un qui a aussi commis des erreurs non par méchanceté mais par limitation. Et cette compréhension ouvre la voie à quelque chose qui n'existait peut-être pas auparavant. La compassion. Pas la compassion qui justifie et excuse tout, mais la compassion qui reconnaît la complexité, qui comprend que personne n'est seulement victime ou bourreau, que nous faisons tous partie d'une chaîne de douleurs transmises. Mais attention, cette conversation ne vise pas à se débarrasser de la culpabilité en la transférant à ses propres parents. Il ne s'agit pas de dire « ce n'était pas ma faute, c'était celle de mes parents ». Il s'agit de reconnaître la chaîne, certes, mais aussi d'assumer la responsabilité de son maillon dans celle-ci. Il s'agit de dire « j'ai reçu cela, mais c'est moi qui te l'ai transmis. Et maintenant, sachant cela, je veux aider à briser la chaîne. » Et après cette conversation, que se passe-t-il? Il y a la possibilité de construire quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas d'effacer le passé. Il s'agit de créer un présent différent. Il s'agit de montrer par vos actions que vous pouvez être différent, que vous pouvez écouter sans juger, que vous pouvez être présent de manière réelle, que vous pouvez soutenir leur vulnérabilité parce que vous soutenez désormais la vôtre. C'est la réparation possible. Ce n'est pas magique, cela n'efface pas ce qui a été fait, mais cela ouvre une voie là où il n'y avait auparavant que répétition. Et vos enfants, en vous voyant changer, en vous voyant avoir le courage de regarder en vous-même et de vous transformer, reçoivent la plus grande permission, la permission de changer eux-mêmes, car personne ne transforme ce qu'il ne voit pas. Et vous, en rendant visible l'invisible, en nommant ce qui était dans l'ombre, vous leur offrez la carte qui leur permet de trouver leur propre sortie. Au final, ce que vous laissez à vos enfants, ce ne sont pas les biens matériels que vous avez accumulés, les conseils que vous leur avez donnés, ou l'éducation que vous leur avez dispensée. Le plus grand héritage est celui-ci, la conscience, la capacité de regarder à l'intérieur de soi et de reconnaître ce qui nous appartient et ce qui a été hérité.
le courage d'interrompre ce qui doit être interrompu, la sagesse de savoir que la libération n'est pas l'absence de douleur, mais le choix de ne pas transmettre des douleurs qui n'appartiennent pas à ceux qui viennent après. Freud a consacré sa vie à montrer que l'inconscient gouverne bien plus que nous ne l'imaginons, que nous sommes mus par des forces que nous ne contrôlons pas, par des souvenirs qui ne sont pas seulement les nôtres, par des schémas qui traversent les générations. Mais il nous a aussi montré que la conscience est révolutionnaire, que le simple fait de mettre en lumière ce qui était dans l'ombre transforme déjà, que reconnaître est la première étape pour choisir. Et c'est exactement ce que vous pouvez offrir, la possibilité de choisir. Vos enfants vont rencontrer des difficultés, ils vont avoir leurs propres souffrances, leurs propres défis. C'est inévitable. La vie apporte de la souffrance à tout le monde, mais il y a une énorme différence entre souffrir pour quelque chose qui vous appartient, qui fait partie de votre parcours, et souffrir pour quelque chose qui vous a été imposé sans votre consentement, un héritage invisible dont vous ne saviez même pas que vous le portiez. Lorsque vous brisez le cycle, lorsque vous avez le courage de dire « avec moi cela s'arrête », vous ne garantissez pas à vos enfants une vie sans douleur. Vous leur garantissez la possibilité de vivre leur propre douleur et non la vôtre. Ils pourront construire leur propre histoire, commettre leurs propres erreurs, trouver leur propre chemin, libérés du poids fantôme des générations précédentes. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous faites cela? Vous vous libérez également. Car tant que vous refouliez tout, tant que vous prétendiez n'avoir rien transmis, vous étiez également prisonnier. Prisonnier du déni, prisonnier d'une culpabilité non reconnue, prisonnier de la peur de regarder en face ce que vous avez fait. Mais lorsque vous assumez, lorsque vous parlez, lorsque vous réparez dans la mesure du possible, quelque chose en vous se libère. Vous cessez d'être le simple répétiteur inconscient d'anciens schémas et vous devenez le transformateur conscient, celui qui a regardé sa propre ombre et a décidé qu'elle n'avait plus besoin de contaminer qui que ce soit d'autre. Cela ne vous rend pas parfait, cela n'efface pas les erreurs, mais cela vous place dans une position différente, celle de celui qui choisit, même tardivement, même imparfaitement, de faire autrement. Vos enfants s'en souviendront. Peut-être pas immédiatement. Il faudra peut-être des années avant qu'ils comprennent pleinement le cadeau que vous leur avez fait. Mais un jour, lorsqu'ils seront eux-mêmes parents, lorsqu'ils seront confrontés à leurs propres ombres, à leur propre transmission involontaire, ils se souviendront que vous avez eu le courage, que vous vous êtes arrêtés, que vous avez brisé la chaîne, et cela leur donnera le courage de faire de même. Le véritable héritage n'est pas l'absence d'erreur, c'est la conscience de celle-ci. Ce n'est pas de n'avoir jamais transmis de souffrance, c'est d'avoir le courage de reconnaître que vous l'avez transmise et d'offrir réparation. Ce n'est pas d'avoir été le père ou la mère parfait, c'est d'avoir été suffisamment humain pour admettre ses défauts et continuer malgré tout à essayer. Et voici quelque chose que peu de gens disent, mais qui doit être dit. En faisant ce travail de conscience, en regardant vos propres blessures et en interrompant la transmission, vous guérissez non seulement l'avenir, mais aussi le passé. Vous offrez à vos propres parents, même s'ils ne sont plus là, même s'ils n'ont jamais réussi à faire de même, une forme de rédemption, parce que vous montrez que la chaîne peut être brisée, que la souffrance n'a pas besoin d'être éternelle, qu'il est possible de changer. En fin de compte, libérer vos enfants du poids qui était le vôtre est aussi un acte d'amour-propre, parce que cela signifie que vous avez cessé de vous punir éternellement en silence et que vous avez décidé de faire quelque chose de constructif avec votre culpabilité. Vous avez transformé le remords en responsabilité. Vous avez transformé le déni en reconnaissance. Vous avez transformé la répétition en transformation. Et maintenant vous continuez, non pas comme quelqu'un qui porte un fardeau éternel de culpabilité, mais comme quelqu'un qui sait qu'il a fait tout son possible, qui a regardé en lui-même, qui a nommé ce qui devait être nommé, qui a rendu ce qui n'appartenait pas à ses enfants, et qui, ce faisant, s'est également libéré. Maintenant, je veux savoir, quelle peur ou quel schéma reconnaissez-vous avoir transmis à vos enfants sans vous en rendre compte? Et que pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer à rendre ce qui n'aurait jamais dû leur appartenir? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Souvent, le simple fait d'écrire à ce sujet est déjà le premier pas vers le changement. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.